Donc nous allons commencer cette table ronde qui va aborder la question des lieux de privation de liberté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lieu de privation de liberté? C'est un lieu où les personnes sont enfermées. Classiquement, la Croix-Rouge intervient depuis longtemps dans les lieux de détention. Mais l'idée, c'est aussi de s'intéresser aux autres lieux de privation de liberté, donc aussi à la privation de liberté, par exemple dans les centres de rétention administrative ou dans les zones d'attente pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire. D'autres lieux de privation de liberté, ce sont les hôpitaux psychiatriques lorsqu'il y a une hospitalisation d'office, une hospitalisation sous contrainte. Et voilà, et donc de questionner cette notion d'enfermement et la conséquence de cet enfermement sur les personnes, sur les besoins que ça peut créer, sur le rôle que nous, on peut avoir, sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous ou d'autres acteurs. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Je vais vous laisser peut-être vous présenter très rapidement tous les trois, et ensuite, Dany, tu nous présenteras ton expérience. Donc d'abord, on fait une présentation très rapide de qui vous êtes. Voilà. Et moi, je ne me suis pas présentée, je suis Camille Varin, chargée des questions de prison-justice à la Croix-Rouge française. Voilà. Dany Bagot, bénévole à l'UL de Tonneins, en Lot-et-Garonne, et je m'occupe notamment du transport social et l'accès aux soins. Bonjour, je suis Claudine Angélique-Trocas, je suis magistrat et je suis l'adjointe de Jacques Toubon, défenseur des droits. Je suis chargée de la déontologie de la sécurité, ce qui veut dire en fait l'éthique des acteurs de sécurité. Bonjour, je suis Bernard Petitgat, docteur en sociologie, ancien détenu qui a fait toutes ses études en détention. J'ai passé 13 ans en détention, donc de la première année de socio à la dernière, et je suis sorti il y a 8 mois maintenant, et j'ai soutenu ma thèse en détention une semaine avant de sortir sur le bénévolat en détention et la pluralité des socialisations qu'on peut trouver en détention. Merci. Je te laisse. Je vais vous parler des visites que j'ai pu effectuer en hôpital psychiatrique. Mais j'allais surtout visiter une dame et accompagner une dame dont la décision avait été faite d'une hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique. Elle avait des problèmes, quelques problèmes bien entendu, et notamment des problèmes médicaux chez qui on devait faire vraiment des soins. Cette dame refusant de voir des médecins, refusant ce soin, l'hospitalisation d'office a été décidée. Nous allions lui rendre visite, mais je peux dire qu'à l'hôpital psychiatrique, ça lui a permis de se resociabiliser. Elle s'occupait des autres, elle essayait vraiment, elle était devenue tout à fait différente de ce que j'avais connu auparavant. Bon, bien entendu, elle avait un traitement, mais le problème qui s'est posé, c'est systématiquement, elle a été mise sous tutelle, et la tutrice étant éloignée, on n'a jamais répondu à ses besoins. Et notamment, cette dame avait une passion, c'était de lire des revues sur les histoires des rois, des reines, et puis sur les animaux, et ensuite elle était très pratiquante. Bon, elle avait eu toutes ces revues déjà coupées par la tutrice, et nous lui apportions un point de vue pour qu'elle puisse continuer à lire ces revues. Et par la suite, elle est restée 3 mois à l'hôpital psychiatrique. Son rêve à elle, c'était de vivre au milieu des champs, dans une maison en bois. Voilà, parce qu'elle savait que sa maison était insalubre, elle ne pouvait pas y revenir, c'était impossible. Et la décision qui a été prise, contre son avis, c'était de la mettre en EHPAD. Elle n'a que 76 ans. Bon, maintenant, elle est traitée. Et elle va bien, elle est tout à fait capable de vivre, je pense, dans une maison, mais bien entendu avec des soins, des visites, des infirmières. Mais elle n'admet pas qu'on l'ait enfermée, parce qu'elle se sent réellement enfermée dans une EHPAD, alors que ce n'était pas du tout son choix de vie. Et ça se passe actuellement pas très bien.
Voilà. Et la tutrice est allée lui rendre visite alors qu'elle ne l'avait pas vue de 3 mois. Je peux vous dire que ça s'est vraiment très mal passé. Et elle n'a plus envie de manger. Elle est amaigrie. Donc, je pense qu'il peut y avoir des solutions de prise. Alors qu'elle s'était bien resociabilisée. Elle s'occupe des autres. Elle va promener une dame qui ne peut plus marcher, qui est sur un fauteuil roulant. Et elle est très attentive aux autres personnes, hein, et même à l'hôpital psychiatrique. Elle regardait la pauvre avec désespoir un petit peu de voir tous ces gens qui étaient. Elle me dit, mais ils sont tous fous, les pauvres. Hein. Moi, je suis là, j'ai la tête qui est très bien. C'est que pour mes jambes. Hein. Et elle s'était vraiment resociabilisée. Mais, peut-être tu peux donner des exemples de ce que tu as fait. Oui, alors, il est vrai que c'est une dame qui était très pieuse et à l'hôpital psychiatrique, ils ont une aumônerie et elle était autorisée parce que c'est un hôpital qui est à la campagne et donc il y avait beaucoup d'espaces verts, c'est très agréable, enfin très agréable entre guillemets, mais disons qu'ils avaient beaucoup d'espace où ils pouvaient se promener. Il y avait un terrain de foot, ils pouvaient faire même, on leur mettait à disposition des bicyclettes, certains faisaient du vélo tout autour du terrain de foot, et chaque pavillon avait un jardin qui était clôturé. Elle avait l'autorisation d'aller se promener dans le jardin. Donc elle discutait avec les autres, et moi la longue, bien entendu, je discutais avec les autres personnes. Ils se sentaient bien là, parce je ne peux pas dire qu'ils étaient qu'ils se sentaient enfermés, qu'ils se sentaient certains étaient vraiment c'était pas très bien, il faut reconnaître. Ce que tu me disais, c'est que lorsqu'elle a été enfermée, au début, elle a eu beaucoup de mal à se faire à son hospitalisation d'office, et que votre présence l'a aidée. Nous disons que nous sommes intervenus dans le cadre de l'accompagnement. Et dans le cadre de l'accompagnement, et s'il n'y avait pas eu cet accompagnement où on allait régulièrement, elle savait que toutes les semaines on allait lui rendre visite, elle aurait refusé de rester, ou vraiment ça allait très mal se passer. Et ils étaient très attentifs, le personnel infirmier, parce qu'un jour elle m'a demandé de lui amener des aiguilles à tricoter et puis de la laine. Ouh là, j'ai vu un hôpital psychiatrique, des aiguilles. Bon, j'ai posé la question à l'infirmière, elle me dit mais si, tout à fait, vous pouvez lui amener, parce que nous, il y a des ateliers où et on les surveille et on reprend par la suite les aiguilles. Tous les mois, il fêtait les anniversaires, donc il y avait un grand gâteau qui était offert aux personnes. Et puis, il y avait donc l'aumônerie où ils allaient à la messe une fois par semaine. Et elle nous avait même demandé une fois de l'accompagner. Bon, on est allé à la messe avec elle. Hein, la pauvre, elle était tellement heureuse. Et là, par contre, elle nous a présenté au prêtre comme étant ses amis. Parce qu'elle avait retrouvé un petit peu de reconnaissance, alors que jusqu'alors, elle n'avait jamais été reconnue dans le village où elle était un petit peu laissée de côté. Donc elle se sentait reconnue, elle attendait nos visites, elle était devenue même coquette, elle nous avait demandé un tube de rouge à lèvres, et chaque fois qu'elle savait qu'on allait lui rendre visite, elle se mettait du rouge à lèvres, elle essayait de... Parler dans le micro. Hein? Ah oui. Elle était devenue même coquette, alors que c'est une dame que j'ai connue très mal habillée, très... voilà. Il y a eu une bonne évolution, mais c'est après où vraiment il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas la décision, si elle a été prise avec la tutrice, l'hôpital, je ne sais pas là comment ça s'est décidé, mais ça ne se passe pas bien parce qu'elle prétend qu'elle est enfermée. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette personne a été hospitalisée sous contrainte, ça l'a aidée, elle a pu se soigner, mais aujourd'hui ce qui est compliqué, c'est le maintien dans une maison de retraite qui continue l'enfermement, alors que pour cette personne, pour elle, il n'y a plus besoin
Non, vu qu'elle a repris un traitement, il n'y a plus besoin de cet enfermement. Tout à fait. Et elle le perçoit très mal. Et c'est vrai que bon, les personnes qui sont... il y a des personnes qui demandent d'aller en maison de retraite, c'est leur choix. Mais une personne qui va d'office, qui n'est pas en vie, moi j'ai vu des catastrophes. Peut-être on va faire circuler la parole et puis on reviendra après si tu as des choses à rajouter. Du coup, est-ce qu'il y a déjà des questions? Non. Du coup, peut-être on peut continuer aussi sur comment on peut vous saisir sur ces questions où les personnes ne se sentent pas respectées dans leurs droits. Enfin, et puis déjà présenter votre institution. Voilà, oui, je vais effectivement présenter en quelques mots le défenseur des droits, puisque donc je suis dans cette institution moi depuis quelques années maintenant, mais c'est une institution qui est jeune, qui a été créée en 2011 et qui en fait est le résultat du regroupement de 4 institutions qui existaient déjà, qui étaient la HALD, que vous connaissiez peut-être déjà, le médiateur de la République, la défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Donc le défenseur a repris ses missions, plus une qui est celle de lanceur d'alerte. Et effectivement, il intervient sur des thématiques qui concernent la privation de liberté. Et je parlerai de ce que je connais le mieux, c'est la déontologie de la sécurité, et c'est-à-dire bien sûr la détention. On est compétent effectivement pour tout ce qui est les détenus qui nous font des réclamations. Donc on a deux types d'interventions. On intervient en traitant les réclamations des détenus. On peut nous écrire, hein, n'importe qui d'ailleurs peut nous écrire, c'est complètement libre, simple et gratuit. Donc c'est effectivement une activité importante chez nous, puisque en déontologie, c'est 20% de nos réclamations proviennent des détenus, de gens qui sont placés en détention. On peut avoir aussi des réclamations de gens qui sont en CRA, en centre de rétention administrative. C'est d'ailleurs un sujet très, très sensible en ce moment, puisqu'en 2017, on comptabilise des placements en rétention administrative de nombreuses familles, et notamment d'enfants. Il y a eu 275 enfants qui ont été placés en CRA en 2017, et c'est quelque chose sur lequel Jacques Toubon essaie d'alerter les autorités publiques, parce que ça pose de grosses difficultés. On a aussi des réclamations de gens qui sont dans des zones d'attente administratives, donc qui sont en zone d'attente, mais aussi dans des locaux, bien sûr, de garde à vue. Donc ça, c'est la plupart de nos réclamations en matière, bien sûr, qui concerne la privation de liberté. Mais comme vous le disiez à l'instant, on a aussi des réclamations de gens qui sont en EHPAD. On pourrait penser que ce sont des endroits qui ne sont pas des lieux de privation de liberté. Mais effectivement, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent placés dans des maisons de retraite contre leur gré. Et que ça peut avoir des répercussions sur leur état de santé, comme vous le disiez. En tout cas, le fait qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas là de leur propre fait pose de gros problèmes. Donc nous, on peut être saisis par ces réclamations. Alors notre mode de travail, c'est l'enquête. Hein, en quelque sorte, on fait une enquête. Et puis, on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Et en fonction du motif de la réclamation, on rend une décision ou on intervient auprès des autorités pour voir si on peut faire quelque chose. Alors pour les EHPAD, c'est des décisions de justice. Hein. Nous, on n'est pas compétents pour les décisions de justice. Donc c'est vraiment du règlement amiable. On essaie de voir si on peut faciliter. On a un rôle de facilitation essentiellement. Alors sur ce point, j'y reviendrai après, le règlement amiable. Mais pour finir sur nos méthodes d'instruction, on a de gros problèmes pour mener nos enquêtes dans les lieux de privation de liberté, notamment en détention, parce qu'on a beaucoup de mal à établir ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que quand, par définition, c'est un milieu fermé, notamment la détention, il n'y a plus de preuves, la vidéo n'a pas marché ou elle a été détruite, il n'y a pas de témoins, les gens sont quand même très réticents à faire des témoignages en détention parce qu'ils ont peur des répercussions. Donc nous, on a du mal à mener nos enquêtes parce qu'on a du mal à avoir des preuves. Parce que, je parle bien sûr sur le contrôle de mes voisins, la détention est par définition un endroit où il est très difficile d'avoir une objectivité des faits. C'est-à-dire que personne n'a rien vu, personne n'était là. On est par définition dans un lieu extrêmement fermé, clos, où l'information ne ressort pas. Donc souvent,
malheureusement, on se bat pour avoir les vidéos dans les délais, pour essayer de réagir dans l'urgence le plus vite possible, parce que plus on attend et moins les preuves sont présentes, mais c'est quelque chose qui fait que souvent, on est obligé de clôturer nos dossiers sans avoir pu établir la réalité des faits. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un problème qu'on essaie de régler avec la direction notamment de l'administration pénitentiaire. Mais par définition, les lieux d'enfermement, ils ne communiquent pas beaucoup d'informations, ou en tout cas, la réalité de ce qui a pu se passer ne ressort pas aussi facilement que quand on est dehors. Donc, ça, c'est pour le volet réclamation qu'on adresse au siège. Hein, c'est nos agents du siège du défenseur qui les traitent. Mais on a aussi, pour traiter les réclamations des gens qui se plaignent et qui sont privés de liberté, des délégués bénévoles sur le terrain. Et on en a 143 aujourd'hui qui interviennent dans 173 établissements pénitentiaires qui vont une demi-journée en détention. Alors ça dépend de la taille de la détention. Ils y vont une fois par semaine, ou ils y vont une fois par 15 jours, tous les 15 jours, voire une fois par mois si c'est tout petit. Mais ils sont sur place et ils peuvent relayer l'information de la personne qui est privée de liberté. Et ça, c'est très précieux parce que concrètement, le point commun en tous ces lieux privatifs de liberté, c'est qu'ils ont du mal à exercer leurs droits. Ils ont, en théorie, une privation de liberté, c'est-à-dire ils sont privés de la liberté de se déplacer, la liberté d'aller et venir, mais de fait, le fait d'être enfermé les prive de l'accès aux droits beaucoup plus généraux. Ça va être l'accès aux soins, ça va être un permis de conduire qui n'arrive pas à se faire délivrer par la préfecture. Et comme ils sont dépendants des tiers, de quelqu'un d'autre, pour faire ces démarches, au final, souvent, on se rend compte qu'ils sont privés de leurs droits. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous, on est souvent contactés sur notamment le problème des violences par les surveillants, mais il y a aussi l'accès aux soins, les relations avec la famille, les liens, ou les formalités administratives. Et le délégué sur place fait le maximum, d'abord dans l'écoute, ce qui est très important pour les personnes privées de liberté, mais aussi pour aider, faciliter les démarches administratives notamment, et l'accès aux soins et l'accès aux droits plus généralement. Alors bien sûr, on se partage avec le CGLPL, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est lui compétent sur tout ce qui est conditions de détention. On s'est répartis, parce que c'est vrai que les textes sont parfois un peu compliqués. Nous, on est compétents pour ce qui concerne le comportement des surveillants ou des personnes qui sont censées encadrer les personnes privées de liberté. Et le contrôleur général des lieux de privation de liberté s'occupe des conditions générales, de tout le reste. Voilà. Mais bon, à deux, parfois il y a des gens qui nous envoient des courriers à nous sur des thématiques qui sont celles du CGLPL, on leur renvoie, ou des thématiques qui nous concernent tous les deux, on se partage. Ce qui est important, c'est d'essayer de répondre à ces personnes, parce que vraiment, on se rend compte que les lieux privatifs de liberté ne sont pas seulement privatifs de liberté, ils sont aussi et surtout peut-être privatifs de droits, des droits civiques, des droits des personnes, des droits civils. Et ça, non pas, parce que la théorie n'est pas celle-là, hein, bien sûr qu'en théorie, ils ont le droit de vote, mais de fait, ils ne peuvent pas voter. Donc, on se rend compte que la privation de liberté est beaucoup plus large dans la privation des droits, et on essaie d'atténuer cette problématique, nous, chez le Défenseur des droits, mais bien sûr avec les autres institutions comme la Croix-Rouge, bien sûr, avec laquelle d'ailleurs on est en partenariat. J'ai peut-être été un peu longue. Non, c'était très bien, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous faites le lien avec ce que nous disait Dany sur la privation de liberté. Au fond, c'est entraîné par l'état de dépendance. Et parfois, la dépendance est médicale, parfois la dépendance est judiciaire. Mais cet état de dépendance, je pense, c'est un point commun à l'enfermement. Et le seul fait d'être physiquement enfermé crée une dépendance au tiers. Vous êtes dépendant des autres, nécessairement pour faire tout, pratiquement tout. Votre surveillant pour sortir de votre cellule, pour aller prendre une douche, et pour l'extérieur, de tiers, voire de la direction et des personnes
des assistantes sociales ou des personnels chargés de ça, mais pour l'extérieur encore plus. Donc c'est vrai que pour une personne privée de liberté, c'est en fait une privation de beaucoup plus de liberté que la liberté d'aller et de venir. Je te laisse te présenter et puis du coup réagir. Alors je me représente à nouveau très vite. Donc je suis sociologue, spécialisé dans le bénévolat et la détention, puisque j'ai fait toutes mes études donc, de sociologie en détention. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit parce que ça me percute directement. Effectivement, les lieux de privation de liberté sont non seulement des lieux de privation de droit, mais plus exactement des lieux de privation à la légitimité à demander ses droits, et pour tout le monde. C'est-à-dire que l'institution qui enferme vous fait souvent sentir que vous n'êtes plus légitime à les réclamer, c'est important. Donc pour le coup, là, vous avez une résistance institutionnelle forte à respecter les droits les plus élémentaires, et c'est la raison pour laquelle des structures telles que des vôtres sont vraiment indispensables. Pour autant, il y a un autre aspect qui n'est pas souvent évoqué, c'est l'illégitimité des détenus eux-mêmes ou des personnes enfermées à arriver à exprimer qu'elles reprennent une autonomie pour considérer qu'elles sont dans un état de droit et libres de pouvoir demander cette démarche à être respectée et à nouveau reconnue. Quand vous perdez votre reconnaissance sociale, vous en êtes abîmé aussi en tant qu'individu en fait. Et donc il y a toute une reconquête personnelle à vous estimer en droit de reconquérir ses droits. Et ça, c'est une démarche que beaucoup de personnes enfermées ont du mal à faire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, quand bien même elles s'y essayent, précisément, on leur dit « mais vous n'êtes pas forcément légitime à le faire ». Et pour le coup, les discours qu'elles pourraient émettre sur leur liberté bafouée est toujours ambigu, parce qu'elles sont souvent confondues avec la négation de ce qui les a fait être dans ces lieux de privation de liberté, ou la négation des faits, ou bien la négation de l'institution, ou en tout cas de la critique donc, exclusive de cette institution. Donc les détenus ou les personnes enfermées sont dans de véritables doubles contraintes. Elles ont deux éléments à reconquérir, leur estime de soi et le regard donc d'autrui à reconnaître cette estime de soi pour enfin qu'on puisse reconnaître cette autonomie à dire je comprends pourquoi je suis enfermé, mais pour autant je comprends que j'ai aussi des droits. Et donc faire respecter ces droits, ça ne signifie pas remettre en cause ou les compétences juridiques ou médicales qui ont amené à mon enfermement. Ça signifie que je vais reconquérir une autonomie pour à mon tour émettre un discours. Et ça, les institutions qui enferment vous le permettent pratiquement jamais, et c'est précisément avec des acteurs venant de l'extérieur que cette reconquête se fait, et c'est pour la raison pour laquelle moi je me suis intéressé au bénévolat, et pour le coup je souscris complètement à tout ce que vous dites. Si l'institution est fermée, elle enferme aussi cette capacité à émettre ses droits. Et en même temps, elle est vraiment paradoxale, cette institution, c'est pour ça que je l'ai appelée totalisante, parce qu'elle est en totalité en rapport avec la société. Elle n'est pas aussi fermée que ça circule. Et les protestations et les atteintes aux droits, elles sortent du dehors, mais voilà, elles ne sortent pas par les courants formels et formalisés. Elles sortent par les amis, elles sortent par la famille, elles sortent par les bénévoles aussi qui entrent en détention ou dans les lieux de privation de liberté. Et précisément, eux-mêmes sont pris dans ces doubles contraintes. Parce que précisément, c'est par ces moyens-là que se sont exprimées ces revendications, elles sont toujours elles-mêmes suspectes de ne pas être simplement porteuses des faits, mais aussi porteuses d'un regard critique, parce qu'engagées, parce que liées aux familles, ou parce que liées politiquement, ou parce que liées éthiquement ou religieusement, elles sont elles-mêmes mises en question par les institutions, et on retrouve cette ambiguïté à constamment devoir non seulement justifier sa propre démarche, mais justifier qu'on n'est pas dans un combat uniquement revanchard, par exemple, lorsqu'on revendique ses droits. Donc cette ambiguïté, elle est vraiment terrible à porter, et parfois elle est difficile à être formalisée par les détenus qui manquent de mots pour l'exprimer. Donc elle se traduit par la violence. Voilà, c'était là-dessus que je voulais rebondir.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui a été dit? Non. Parce que sinon, du coup, je vous proposerai de continuer la discussion sur la question de... donc aujourd'hui, nous sommes au festival Tous engagés de la Croix-Rouge, qui se pose aussi les questions de que faisons-nous, mais qu'allons-nous faire dans l'avenir, et qu'est-ce que nous pourrions développer, déjà quels sont les acquis que nous avons et qu'il faut conserver, et qu'est-ce que nous pourrions développer peut-être dans cette approche transversale de la privation de liberté. Qui est-ce qui veut commencer? On n'est pas obligé de respecter le premier tour de parole. Alors oui, effectivement, moi c'est un sujet qui me touche beaucoup, précisément parce qu'on est dans une thématique de l'inclusion. Et j'ai été très ému par ce que j'ai entendu précédemment sur le fait qu'être à nouveau inclus dans la société, ça signifie aussi en être un acteur. Et pour le coup, comment dans un lieu aussi clos qu'un asile psychiatrique, qu'un centre de rétention ou qu'un établissement pénitentiaire, d'une complexité incroyable puisque les établissements pénitentiaires ne sont pas les mêmes selon les régions, puis ensuite selon le fait qu'ils sont des maisons d'arrêt ou des centres de détention. Tout ça est vraiment complexe. Pour autant, comment arriver à reconquérir précisément cette autonomie pour à nouveau être de plein pied inclus dans la société? Et là, pour le coup, j'interroge moi les associations et notamment la Croix-Rouge en leur disant, mais justement, une de mes orientations de recherche, ça a été de dire, mais à partir du moment où on peut donner aux détenus ou aux personnes enfermées l'occasion d'être acteurs dès l'intérieur de leur mur, on leur permet aussi finalement de participer à l'engagement social, au-delà d'être un simple engagement humain. Et l'engagement bénévole en fait partie. J'essaye de développer dans mes travaux l'idée que les détenus, pour vous donner cet exemple, sont contraints d'une manière quantitative à rembourser leurs dettes à la société. En termes de peine, donc vécue et qui peut être négociée en plus, d'une manière parfois assez ambiguë en fonction des remises de peine, mais aussi en termes financiers. Voilà, c'est comme ça que quantitativement, on mesure votre dette vis-à-vis de la société. Et l'idée, c'est de dire, mais non, on peut redevenir un citoyen quand on commence à donner au-delà de ce remboursement. Pas à la place, mais au-delà. Et l'idée, c'est être bénévole dès la détention pour retrouver cette capacité d'autonomie à être un acteur du social. Et pour le coup, les associations comme la Croix-Rouge et d'autres pourraient être porteurs de projets qui s'inscriraient dans cette démarche. Faire que les détenus, à l'intérieur des établissements, deviennent déjà des bénévoles. Il existe des zones d'ateliers, par exemple, dans beaucoup d'établissements pénitentiaires, donc les structures sont là. On pourrait imaginer que des grandes assos qui ont de la manutention à faire ou autre, ou du façonnage, ou autre, fassent appel à cet élan. Et il serait agréablement surpris, parce que moi je l'ai étudié dans mon établissement, de récolter véritablement un enthousiasme. Les détenus seraient les premiers à s'engager de cette manière, ne serait-ce que pour retrouver cette reconnaissance sociale et pour le coup aussi retrouver du lien social et des compétences. C'est une idée que je propose, mais l'idée c'est vraiment ça. On redevient citoyen quand on va au-delà du remboursement et quand on entre dans l'engagement qui est démontré ici par une telle manifestation, quoi. Ça peut se faire aussi dès l'intérieur des murs. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'action bénévole concrète qui pourrait être faite par des personnes enfermées? Oui, alors c'est déjà fait d'une manière ponctuelle par des surveillants incroyables qui souvent génèrent des projets, on l'oublie, ils ne sont pas là que pour enfermer. Je pense à des organisations de tournois sportifs, mais je pense aussi au Téléthon notamment, où les surveillants organisent des quêtes ou des exercices sportifs pour qu'ensuite de l'argent soit récolté. Donc il y a des micro-initiatives comme ça et qui se lancent, mais il y a aussi l'idée par exemple de tri de vêtements. Donc moi j'ai étudié dans l'établissement où j'étais, ça y est, je commence à ne plus dire mon établissement, mais pendant très longtemps j'ai dit mon établissement, je ne suis pas encore tout à fait sorti finalement. Et donc effectivement, là, la place était là, les ateliers sont là, les structures d'entrée-sortie des camions sont déjà réglées pour les autres ateliers. Il y a dans l'établissement où j'étais à Caen, plus de la moitié des personnes qui sont en âge de retraite, donc qui ne demandaient pas mieux qu'au moment des heures d'atelier de donner du temps.
Et là, une activité comme le tri de vêtements, alliée à Emmaüs par exemple, est parfaitement viable. Donc c'est un exemple, mais on peut en trouver d'autres encore, hein, mais oui. Je rebondis, je suis désolée, juste pour... tu citais l'exemple du Téléthon. Il se trouve que des bénévoles qui sont malheureusement pas là aujourd'hui parce qu'ils avaient une distribution à faire, mais à l'île Annelin, ils font sortir des personnes détenues en permission de sortie et ils viennent les aider au tri de vêtements, mais à l'unité locale, donc ça se fait à l'extérieur. Et les détenus ont beaucoup apprécié cette possibilité qui leur a été donnée. Et en rentrant, ils ont organisé une collecte de denrées alimentaires par les personnes détenues. Et ces denrées alimentaires qui ont été collectées ont ensuite été données à l'unité locale pour que ça puisse être distribué aux personnes bénéficiaires. Et ça fait un peu écho à ce que Exactement. tu et le Secours catholique demande aux détenus, et qui le font avec grand plaisir, d'aider à la conception des cadeaux de Noël, par exemple des colis de Noël. Donc dans beaucoup d'établissements, ça se fait. Des détenus tiennent à y participer, précisément parce qu'eux-mêmes vont les recevoir. Donc c'est important. Et les propositions que je faisais ne visent pas seulement l'intérieur de l'établissement, mais la période intermédiaire des permissions. Pourquoi ne pas créer des permissions de bénévolat qui ne seraient pas déduites des permissions de famille et autres, mais par exemple, la Croix-Rouge accueillerait une journée un détenu bénévole ou une autre association, en accord avec les SPIP bien évidemment, mais on pourrait imaginer que dans cette démarche, on pourrait penser qu'au départ, oui, mais ça va être utilitariste, le détenu va y aller parce que il va avoir là aussi des avantages, sortir, avoir des remises de peine et tout. Eh bien, tant mieux, parce que j'ai beaucoup étudié le fait qu'entre les intentions utilitaristes et puis les effets ensuite dans l'engagement, il y a un écart, quoi. Et quand bien même on y va dans un premier temps, peut-être pour avoir ça, et tant mieux, je le comprends parfaitement, toutes les occasions pour sortir sont les bonnes. L'effet émergent de l'activité, la relation humaine qui s'établit dans l'interaction, là, elle est vraiment gratifiante. Voilà des exemples, quoi. Merci. Ouais, moi, je pensais aussi, pour faciliter l'accès aux droits des personnes privées de liberté, aux nouvelles technologies. D'abord, on avait proposé, notamment à l'administration pénitentiaire, de multiplier les vidéos, parce que malgré tout, outre le fait que ça donne des moyens de preuve, en cas de problème, de bagarre, ça nous permet d'avoir des éléments, même si après il y a un problème de délai de conservation de la vidéo, mais ça fait un regard extérieur qui, en quelque sorte, ça rétablit un tout petit peu le contradictoire. Et puis je dirais que pour l'accès aux services publics, notamment, le numérique, les ordinateurs, ça peut être une manière pour le détenu ou pour la personne privée de liberté d'avoir un accès à l'extérieur et de la rétablir un petit peu dans ses droits. Alors, il faut que ce soit encadré, bien entendu, tout ça ne peut pas se faire comme ça. Mais je pense que les nouvelles technologies sont un tournant pour peut-être aider à restaurer les droits, plutôt dans l'accès aux droits, les personnes privées de liberté. Et je pense que, bien sûr que ça a un petit peu commencé, mais qu'il faudrait peut-être accélérer ce mouvement parce que une fois que ce sera peut-être un peu trop engagé, on pourra nous dire que c'est trop tard. Enfin, je pense que c'est vraiment un tournant pour les personnes privées de liberté, qu'on mette en place systématiquement pour ces personnes-là un accès à l'extérieur pour qu'elles puissent exercer leurs prérogatives dont elles ne sont, encore une fois, pas privées. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir discuter avec la préfecture sur son permis de conduire ou avec la CAF sur une allocation, tout simplement parce qu'on est enfermé et qu'on peut rien faire. Donc ça, je pense que les nouvelles technologies, ça pourrait permettre peut-être d'aider à ces personnes à retrouver une partie au moins de leurs droits. Oui. Alors, est-ce que vous envisagez du coup une version limitée de ces outils technologiques, comme c'est la piste la plus souvent retenue, ou alors est-ce que vous proposez un accès ouvert aux nouvelles technologies, éventuellement limité dans l'espace et dans le temps, mais où l'outil soit présent dans sa totalité? Voilà, je pense que c'est plus le principe déjà, parce que en tout cas pour la pénitentiaire, c'est un univers où les choses se font tellement lentement, vous le savez bien. Déjà, permettre un accès plus facile à l'ordinateur, tout simplement, un accès au service public par exemple. J'ai pas ce que je vous dis là, c'est une piste, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre, mais je pense malgré tout
qu'il n'y a pas de raison dans la mesure où les gens ne sont pas privés de leurs droits de citoyens, hein, comme tout citoyen, en dehors de leur liberté d'aller et de venir. Il faut leur permettre d'avoir des accès Internet, par exemple, pour qu'ils aient systématiquement un contact avec leur service public. Voilà. Et que, après, dans quel cadre, évidemment que l'administration pénitentiaire doit avoir un droit de regard là-dessus, bien sûr, parce que les conditions de sécurité sont primordiales. Mais il n'empêche que la majorité des gens qui veulent simplement avoir un contact comme tout citoyen pour faire valoir leurs droits, ils doivent pouvoir le faire en détention ou dans les EHPAD, parce que c'est pas d'ailleurs toujours très facile, je crois. Enfin, voilà, c'est une piste, mais la mise en œuvre étant tellement lente, je pense qu'il faudrait insister là-dessus. Daniel, est-ce que tu as des choses à nous proposer ? Simplement, je voulais bien souligner que cette dame, finalement, elle se trouve beaucoup plus enfermée en EHPAD qu'un hôpital psychiatrique où là, elle était là pour les soins, elle l'acceptait, elle avait un grand parc, elle se déplaçait, tandis que là, elle se sent dans l'enfermement total. Et du coup, par rapport à cette expérience, donc c'était pas une action que tu menais au départ d'aller en hôpital psychiatrique ? Pas du tout. C'était dans le cadre de l'accompagnement pour lui permettre d'accepter les soins, discuter avec elle et la faire patienter. Et du coup, par rapport à si on réfléchit à plus long terme, pour l'instant, la Croix-Rouge ne propose pas ce type de rencontre, ce type de lien social qu'on puisse faire. Est-ce que tu penses que c'est une question qu'on doit se poser ? Est-ce que tu penses qu'on doit réfléchir à être plus présent dans ces lieux-là aussi ? Oui, je pense, parce que vraiment le personnel, j'étais toujours très bien accueillie par le personnel. Elle me téléphonait quand elle savait que cette dame avait des besoins pour m'en prévenir. Et peut-être que ça serait une piste, parce qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas de visite du tout. Notamment, j'avais retrouvé un jeune qui habite dans la ville où je suis, à 40 km, qui est à l'hôpital psychiatrique depuis 4 ans. Et puis, bien sûr, il m'avait reconnu et chaque fois que je venais, il faisait les promenades avec nous. Mais lui, il n'a pas de possibilité de sortir, donc il était heureux de pouvoir discuter. Donc, c'est peut-être une piste d'aller leur rendre visite. Parce que tu me disais, quand on en parlait avant cette table ronde, tu me disais qu'au début, tu y allais aussi pour apporter du linge, la personne n'avait pas de linge, oui. Mais que ça s'est vite révélé un prétexte, ces dons matériels se sont révélés un prétexte, et que ce qui était important, c'était que c'était l'accompagnement le plus important, finalement, l'accompagnement, et puis elle avait besoin de parler, parce qu'on y restait quand même pendant 2 heures. Et donc elle parlait, elle échangeait, elle me racontait tout ce qu'elle avait pu observer et elle avait un bon sens de l'observation. Elle m'avait fait une réflexion en me disant que là c'était à l'hôpital psychiatrique et pas un EHPAD, où elle me dit hier au soir, il y a un jeune qui a eu une crise de folie, cassé tout, ils ont été obligés de le maîtriser et de le mettre, bien entendu, il y a des chambres d'isolement. Et elle me dit, mais c'est affreux que d'enfermer les gens, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions. Voilà sa réaction. Il y a peut-être d'autres solutions, on pourrait lui faire faire du sport, lui faire faire des activités. Elle a eu cette réaction que j'ai trouvée bien, mais je lui ai dit oui, mais là, son état actuel, c'était obligé, peut-être, voilà, il avait besoin de soins, enfin. Mais elle est revenue sur cet enfermement qu'elle trouvait terrible et que ce n'était pas une solution. Oui. Je voudrais revenir sur cette notion de prétexte. Le terme a été utilisé. Il n'y a jamais de prétexte. Il faut avoir confiance dans l'activité que vous faites si vous êtes bénévole. Quand vous rentrez en détention, ce n'est pas un prétexte que d'aller apporter du linge. Ce n'est pas un prétexte que de dire « Ah ben on va faire un peu de macramé, on va faire de la peinture, on va faire du sport ». Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que si vous allez face au détenu ou face à la personne enfermée et que vous dites « Je viens pour te rencontrer », ça ne marche pas. Il faut avoir confiance dans ce qui va provoquer précisément une activité bien précise et bien identifiée dès le départ. Que les choses soient claires. Les gens arrivent, ne vous connaissent pas, et donc ils viennent pour une activité, ils viennent pour un
contexte bien particulier. Et dans cette activité, dans cette interaction, là, la richesse sociale va se créer en fait, et l'échange va avoir lieu. Et donc, il faut aussi aimer son activité. Et les personnes qui réussissent le mieux en détention dans leur engagement bénévole, les associations qui marchent le mieux auprès des détenus sont précisément des associations qui arrivent à concilier ça, qui aiment autant l'activité qui est faite que justement l'effet émergent social qui en résulte. Et ça, c'est drôlement intéressant parce que quelle humiliation que de savoir que finalement les personnes viennent voir les détenus avec un prétexte. Voilà. Mais pourquoi il n'y a pas besoin. Si l'activité est utile, si elle est récréative, si elle est intéressante, il n'y a pas besoin de prétexte. Elle va générer ses effets. Et moi, je l'ai observé dans le travail de la Croix-Rouge dans les maraudes. Donner à manger. Bon, je suis à Caen, je vais souvent à Ouistreham, mais je vois les migrants. Quand la Croix-Rouge donne à manger, quand la Croix-Rouge tend un sac, c'est pas un prétexte, quoi. Il se passe, il y a un regard, il y a un échange, ça parle. Il y en a un qui dit j'ai eu mal aujourd'hui, ah ben on va venir t'aider. Ça n'existe pas le prétexte. Ça serait comme si on dépersonnalisait complètement l'échange en fait. Donc, et c'est pour ça que ça marche, contrairement à ce qu'on peut croire en détention, l'engagement bénévole. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de violence envers les bénévoles en détention. C'est étonnant, mais les chiffres le montrent bien. Et enfin, pour répondre à la question, il faudrait que la Croix-Rouge, quand elle intervient et les autres associations, essaye d'avoir aussi un discours vis-à-vis du personnel pénitentiaire. Que l'intervention ne soit pas vécue comme une critique du travail des surveillants, et croyez-moi, j'ai pourtant vu des choses scandaleuses, mais j'ai vu aussi des choses extraordinaires. J'ai vu des surveillants sauver des vies, hein, et j'en ai vu d'autres donc se comporter comme de vrais salopards, mais c'est la société. Voilà, c'est une société condensée avec tous ses excès et qui a enfermé des gens qui ont commis des excès eux aussi. Donc la réalité de ça, c'est que tout le monde a besoin de cette reconnaissance dans l'échange, quels que soient les niveaux donc, de l'institution, du directeur ou de la directrice jusqu'aux surveillants, et les détenus aussi. Donc effectivement, intervenir en valorisant les uns les autres et en respectant les uns les autres au quotidien, par des salutations, par des retours donc d'informations ou d'échanges de civilité, là pour le coup, c'est aussi inclure ces personnes qui pourraient se sentir mises en défaut par votre intervention, qui par définition est une intervention d'aide et de secours, donc, et qui les met, eux, dans la délicate position de porter atteinte, finalement. Lorsqu'on porte secours, ça veut dire que l'institution, elle porte atteinte. Et pourtant, elle participe elle-même aussi, quand bien même on peut lui donner beaucoup de critiques à cette aide. Donc, d'ambiguïté est là. Pour lever cette ambiguïté, il faut trouver les moyens au quotidien de faire de tous les agents et les acteurs des partenaires, quoi. J'ajouterais effectivement, je trouve qu'on a, enfin moi en tout cas, j'ai présenté le problème de l'accès aux droits des personnes privées de liberté, mais ce que vous venez de dire tous les deux me fait vraiment penser que le fond de problème est un manque de considération qui était vraiment, on ressent de manière très très forte de la part des personnes privées de liberté. Et c'est vrai que vous disiez, ça n'est pas un prétexte, il faut quelque chose qui soit vraiment légitime dans l'intervention. Ils ne veulent pas voir dans le regard de l'autre de la pitié, de la charité, etc. Il y a vraiment une perte de considération, une perte d'identité. Et donc, au-delà des droits juridiques au sens strict du terme, je pense que c'est le lien social, effectivement, dont vous parliez tout à l'heure, qu'il faut restaurer, retrouver du lien, retrouver sa considération. Ça, c'est le fond de la question, parce que effectivement, ces personnes-là voient dans le regard des autres quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc, il faut effectivement multiplier les interventions d'écoute. Je sais que nos délégués du défenseur passent un temps considérable, non pas à traiter des problèmes de droit, mais à écouter les gens, à leur parler comme des individus à part entière, et simplement déjà de l'écoute, quelqu'un qui vous écoute, qui essaie de comprendre vos problématiques, c'est déjà énorme. Et ça, ce sont des choses qu'effectivement des partenaires comme la Croix-Rouge peuvent apporter beaucoup en détention, au-delà du règlement des problèmes techniques en détention ou à l'extérieur, etc. Mais vous avez raison, le problème de fond, c'est un problème humain, un problème social, un problème juridique, mais un problème humain.
C'est-à-dire qu'on doit pouvoir voir ces personnes comme des personnes, privées de liberté, mais des personnes. Et ça, les bénévoles sont tout à fait à même d'apporter ce regard-là. Et je sais qu'il y a des bénévoles, des délégués donc chez nous, qui font ça de manière extrêmement délicate, parce que c'est effectivement quelque chose de difficile à faire, mais très très utile. Je vais vous laisser la parole parce que du coup, pour rebondir par rapport à ce que disait Bernard sur le positionnement qu'on doit avoir par rapport aux surveillants, à laquelle je souscris tout à fait, est-ce que vous pouvez vous rappeler votre rôle et la façon dont les bénévoles peuvent vous saisir justement dans les cas où il y a un dérapage et évidemment, ce n'est pas le lieu de le faire dans la détention, mais rappeler qu'ils peuvent vous saisir? Oui, tout à fait. On peut nous saisir si quelqu'un a le sentiment que le surveillant s'est mal comporté. Nous sommes compétents en matière de déontologie, c'est-à-dire on n'est pas compétent s'il y a une infraction pénale commise par un surveillant éventuellement, mais nous, le quotidien, pour faire clair, on nous saisit parce qu'on considère que le surveillant m'a frappé, donc c'est d'ailleurs la majorité de nos réclamations, on se plaint de violence de la part de surveillants. Alors ça peut être des violences graves, mais ça peut être une brutalité, des propos aussi insultants, donc on est compétent pour tout ce qu'on peut reprocher des gens qui peuvent se plaindre donc de surveillants, et nous on va instruire, et c'est là où je disais on a du mal à mener nos investigations, mais donc effectivement c'est la personne elle-même qui peut le faire directement, donc par courrier, par téléphone, par internet, via les délégués, c'est aussi leur rôle, mais aussi via des associations qui peuvent, elles, nous dire, moi j'ai été témoin de faits de la part de surveillants où on me dit que, et la personne n'ose pas le dire directement, mais je peux vous assurer qu'il y a des éléments qui me laissent penser que c'est vrai, elle peut aussi nous saisir. Donc effectivement, une association comme la Croix-Rouge peut aussi nous saisir sur des faits, notamment de violence. Et dans ces cas-là, la confidentialité des signalements Alors, vous voulez dire de la part de la personne qui a fait le signalement? Oui. Alors, c'est vrai qu'on peut, effectivement, ça peut poser un problème, hein, donc il faut nous le signaler, parce que nous, on peut aller à l'information, chercher des éléments pour comprendre ce qui s'est passé en ne disant pas comment on l'a appris. Il faut effectivement en parler parce qu'effectivement en détention tout ça est très compliqué, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas beaucoup de témoignages, mais on peut tout à fait, on est tenu par le secret et ménager au maximum. Alors après il y a des choses parfois, un détenu nous dit ça s'est passé contre un tel, mais je ne veux pas que vous disiez que c'est un tel. Il nous faut un minimum d'informations pour pouvoir investiguer. Parfois c'est vrai que ça complique, mais c'est parfois tout à fait faisable, oui. En tout cas, on est très facile à saisir et on est compétent pour tous les comportements qui ne sont pas corrects dans les lieux de privation de liberté, de la part des personnes responsables, donc de l'encadrement notamment. Merci beaucoup. On est presque à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des remarques dans la salle ou des questions? Non. Dans ce cas, vous avez quelque chose à rajouter, Bernard? Je sens un petit peu. Je voudrais d'abord vous dire qu'un lieu qui enferme, ce n'est pas un lieu qui met hors de la société, comme je vous l'ai dit. Pour autant, et là c'est autant le détenu que le sociologue qui parle, c'est un lieu qui prive à la fois d'autonomie physique, c'est un lieu qui prive aussi de pouvoir économique, parce qu'on y vit d'une manière très difficile, parfois on perd un emploi, parfois on n'en trouve pas dans la détention. C'est un lieu qui casse souvent les relations traditionnelles, familiales, amicales et autres. Et c'est aussi un lieu, quand bien même il y a, notamment de la part du monde bénévole, des efforts dans ce sens, c'est un lieu qui casse du culturel aussi. Et pour autant, ça peut être aussi un lieu qui en construit chez certains qui n'en ont pas connu avant. J'ai vu des gars connaître pour la première fois des concerts ou des pièces de théâtre en détention. Donc c'est assez étonnant, ce lieu qui à la fois prive et puis parfois apporte. Et donc il faut apprendre vraiment à le penser comme une dynamique, comme quelque chose de étonnamment vivant. Et dans mes travaux, j'ai vraiment porté
cette orientation-là, cette orientation presque positive, de montrer que par exemple en détention, le temps n'est pas mortifère, qu'on y fait plein de choses. On peut y travailler, on peut s'amuser, on peut aimer, détester, se battre, il se passe plein de choses en fait. Et donc l'idée que les détenus ne seraient que des zombies serait précisément une fausse idée qui occulterait l'énorme potentiel que peuvent trouver les associations qui vont venir vers ces détenus pour générer des projets avec eux. Et par contre, ne soyons pas naïfs, quand une asso arrive et puis demande à des détenus, bon, à quel projet vous pensez? Aucune réponse. Et précisément, il faut d'abord venir avec une activité, s'inscrire dans une longévité pour qu'ensuite la confiance s'établisse et que ce potentiel de créativité à nouveau et de demande à nouveau émerge. Et beaucoup d'assos chez lesquels j'interviens qui ont ce souci-là s'ancrent vers cette direction-là, n'hésitent plus désormais à proposer presque un catalogue d'activités pour lancer cette synergie comme ça et permettre après donc de retrouver ensemble une autonomie pour recréer des intentions, des sujets et du lien. Voilà. Vous voulez ajouter un mot? Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Et vous nous avez laissé plein de choses à faire pour les années à venir. Il y a une table ronde qui suit. Je ne connais pas le sujet, mais je pense que quelqu'un va faire le relais. Mais du coup, vous pouvez faire une petite pause. Voilà.